L'Allemagne réussit son entrée en lice. La Tunisie implose complètement contre la Suède. On va en parler, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le petit récap. Vous commencez à connaître la recette, le récap de cette Coupe du Monde 2026. Nouvelle journée. On poursuit les premiers matchs des entrées en lice, notamment de l'Allemagne, du Japon, des Pays-Bas, de la Suède, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire, de l'Équateur et de Curaçao, en l'occurrence contre la nationale Mannschaft. On est parti, petit récap des matchs de la nuit si vous ne les avez pas vus. Et après, on va parler d'une petite news rapidos. Il y a le match de l'équipe de France qui va arriver, et puis on va tranquillement se diriger aussi vers le programme de la suite de cette journée. Allez, on est parti tout de suite pour le résumé des matchs de cette dernière journée. 4 matchs au programme avec l'ouverture à 19h, c'était dimanche, c'était juste hier, c'était l'Allemagne qui s'est imposé largement contre Curaçao, le petit poussé de cette compétition, plus petit pays à participer à une Coupe du Monde, autant d'habitants qu'Angers du côté de Curaçao, et c'est l'une des belles histoires de ce mondial. Cependant largement battu, la formation de Dick Advocat par la nationale Mannschaft, 7-1, Nmecha, Schlotterbeck, Havertz, doublé Musiala, Brown et Denis Undav, l'attaquant de Stuttgart, pour parachever cet exercice, cette ouverture allemande qui a sécurisé la différence de but, qui s'est rassuré globalement. Je ne sais pas si on va tirer de grands enseignements de ce match-là de l'Allemagne. Voilà, mais on aura vibré pendant 20 minutes, parce que l'égalisation de Kome Sania, le joueur de Curaçao, à la 21e minute de jeu, égalisation où ils sont sortis, ils ont joué un petit peu au ballon après avoir encaissé le premier but, la célébration de John Cena, franchement, là, ça c'est ça la Coupe du Monde en fait, c'est ce genre de petites émotions qui nous amènent, on s'est régalé. Bon, après, sur l'ensemble du match là, je pense que voilà, l'Allemagne offensivement s'est mis en formation, s'est rassuré. Je sais pas si défensivement le match a été rassurant, mine de rien, parce qu'ils ont parfois été un petit peu mis en difficulté, même si Curaçao, voilà, on le sait, c'est un ton en dessous, il n'y a pas de souci, voilà, c'est comme ça, mais au moins on a pu voir cette belle histoire là. Donc on va passer peut-être rapidement sur ce match-là, on aura un peu plus de billes sur la formation de Julian Nagelsmann contre l'Équateur et contre la Côte d'Ivoire. C'est contre la Côte d'Ivoire, le prochain match, c'est samedi à 22h, et ça s'annonce très très lourd, vraiment. Mais voilà, on l'a vu sur coup de pied arrêté, un Schlotterbeck qui est souvent recherché, qui est l'une des forces sur coup de pied arrêté de cette équipe allemande, pardon. Le seul bémol, moi, c'est Leroy Sané. Alors, son match n'est pas catastrophique. Voilà, on va pas commencer à mettre trop de déchets encore une fois. On l'avait vu sur sa fin de parcours au Bayern, on le voit à Galatasaray, c'est un joueur qui est irritant parce qu'il est brouillon dans son dernier geste, il rate beaucoup. Le fait qu'il ne marque pas sur ce match-là, alors qu'il a eu quand même pas mal d'occasions, c'est quand même compliqué. 3 tirs hors cadré, et quand tu vois certaines occasions, tu te dis, mais c'est quand même fou de tirer 0 de tes 3 frappes que tu t'es provoqué dans le match. On sait que peut-être il bénéficie de la blessure de Lennart Karl pour être sur la feuille de match, mais un Leroy Sané contre une équipe grosse formation sur un match couperé en 8e ou quart de finale, et tu te dis tu n'auras pas 50 occasions et qu'il va rater le peu d'occasions que tu peux avoir, ça peut coûter très très cher. Donc je sais pas très honnêtement si Leroy Sané mérite d'être dans le 11. Bon match de la part du latéral gauche Nathaniel Brown, le joueur de Francfort. On sait courtisé par le Bayern Munich, ça devrait être signé, je crois. Donc on comprend, mais on verra ce que va donner l'équipe de Julian Nagelsmann, quadruple championne du monde, qui est peut-être l'un des gros poissons qui n'est pas très attendu, parce qu'on ne sait pas trop quoi penser de cette Allemagne-là avant cette compétition, parce qu'ils sont tranquillement en reconstruction depuis plusieurs années. Il y a quand même eu des choses intéressantes. Denis Undav également s'est distingué, s'est mis en confiance, l'attaquant de Stuttgart. On a cette formation où Havertz peut repasser en numéro 10 s'il faut faire rentrer un pur neuf. Voilà, c'est rentré tranquillement dans le bain. Défensivement, ils ont été parfois mis un peu en difficulté par cette équipe de Curaçao, mais globalement, ils ont largement dominé cette rencontre. Les stats parlent d'elles-mêmes, mais quand même, bravo à Curaçao pour avoir essayé de jouer au foot, d'être sorti, d'avoir tenté des choses. Quand même, oui, ils prennent 7-1. C'est pas la première fois qu'une équipe prend une branlée dans une Coupe du Monde, voilà. Surtout 7-1 par l'Allemagne, je pense que ça rappelait de mauvais souvenirs à certains. Mais bon, c'était, on va dire, le match d'ouverture, peu de suspense, et l'Allemagne va pouvoir passer à autre chose. Ils ont fait le plus dur, c'est-à-dire gagner ce match-là avec la manière.
239 buts marqués, l'Allemagne devient l'équipe qui a marqué le plus de buts dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il passe devant le Brésil pour une longueur, voilà, mais on voit que 239 buts pour l'Allemagne, 238 pour le Brésil, qui est la seule équipe, on le rappelle, le Brésil à avoir participé à toutes les Coupes du Monde. 152 buts derrière pour l'Argentine. Donc vous voyez qu'il y a un gap entre les deux premiers et la suite. La France est quatrième avec 136 buts marqués dans l'histoire de la Coupe du Monde. Suivent l'Italie cinquième, 128, alors que ça fait 3 fois qu'ils sont pas là. Voilà, ça montre quelque chose. Et c'était l'occasion aussi d'avoir le plus jeune et le plus vieux manager de cette Coupe du Monde face à face, Dick Advocaat, qui est devenu le plus jeune sélectionneur sur le banc de l'histoire de la Coupe du Monde à 78 ans et 260 jours. Voilà pour les petites statistiques inutiles sur ce Allemagne-Curaçao. Le match de 22h était lui un peu plus acharné, un peu plus... avec un peu plus de suspense, c'est les Pays-Bas, qui ont fait face au Japon. Match nul, 2 buts partout, avec une première mi-temps très cadenassée, on va dire, très tactique, avec des Pays-Bas et leur circuit en U, là. Alors, ça me rend fou. Le circuit en U des Pays-Bas qui prend pas beaucoup de risques, qui cherche des solutions sans trop de verticalité, qui manque un petit peu de créativité pour aller bouger ce bloc japonais qui était vraiment en place. C'est peut-être surprenant de voir le Japon se mettre bloc bas toute cette première période pour attendre ces Néerlandais. Ils l'ont fait, ça a fonctionné. Mais ouais, les Néerlandais, tu sens que voilà, Summerville a tenté des choses. Moi, j'ai beaucoup aimé son match-là parce qu'il est allé provoquer, il est allé prendre le ballon pour aller essayer de mettre un petit peu de vitesse, un petit peu de percussion, aller un petit peu dérégler ce bloc japonais. Il est récompensé d'un but. Vraiment, il a fait plutôt un bon match et c'était très intéressant. Moi, j'ai trouvé son activité sur le côté droit des Néerlandais. Ce milieu de terrain, Reinders, De Jong, Gravenberg, on sent que il manque quelque chose en fait. Il manque cette patte créative, il manque peut-être ce que peut amener Xavi Simons quand il sera rétabli, je sais pas, mais ouais, c'est vrai que ça a manqué un petit peu ça. Cody Gakpo a pas fait un match extraordinaire non plus. Tu débloques la situation sur un coup de pied arrêté avec Virgil van Dijk. On sait que c'est peut-être l'une des forces néerlandaises quand tu vois Mickey van de Ven à 93, Van Dijk qui est grand aussi. Tu vois, tu as quand même des éléments intéressants sur coup de pied arrêté. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont chercher aussi à débloquer ces situations sur coup de pied arrêté. On l'a vu notamment avec la République tchèque sur le match d'ouverture, enfin sur le premier match de la nuit dans le groupe A. Mais globalement, on sait que c'était des Pays-Bas un petit peu décimés, parce qu'il y a pas mal de blessés, pas mal d'incertitudes. Je ne sais pas si ce match-là va rassurer Ronald Koeman. Et à côté, le Japon, première mi-temps où tu es resté derrière, où tu n'as pas voulu trop te prendre de risques et te montrer. Et finalement, derrière, tu as pu revenir 2 fois au score. Et ça, c'est quand même bien joué de la part des Japonais avec ce deuxième but sur corner. Voilà, ce corner où il y a, alors je crois que c'est Ogawa qui marque, mais c'est dévié par Kamada, et donc le but est donné à Kamada. Kamada sur l'activité du corner est très intéressant parce qu'il va gêner Van Dijk, et ça empêche Van Dijk d'intervenir correctement. Il y a cette défense mixte en fait sur corner des Néerlandais, défensivement, où ils défendent. Certains sont au marquage individuel sur certains éléments, et globalement après tu as une défense en zone, et du coup ça a laissé 1 ou 2 Japonais libres, dont Ogawa et Kamada, qui ont bénéficié pour marquer ce but-là et l'égalisation des Japonais. Globalement, ça a été un match assez équilibré. Mais voilà, bonne rentrée de Junya Ito aussi, l'ancien attaquant du Stade de Reims qui est désormais du côté de Genk en Belgique, et but de Nakamura en parlant du Stade de Reims, ce qui est devenu le premier joueur évolué à Reims marquant en Coupe du Monde depuis 1958. Voilà, vous avez les buteurs du Stade de Reims en Coupe du Monde: Raymond Kopa 54, Juste Fontaine, Roger Piantoni et Jean Vincent en 1958, et donc Keito Nakamura en 2026. Donc ça faisait un bail qu'un joueur du Stade de Reims n'avait pas marqué dans une Coupe du Monde. En même temps, le Stade de Reims n'a plus le même statut que dans la fin des années 50, forcément. Donc c'est un petit peu différent. Le Suzuki aussi, le gardien japonais, le gardien de Parme, qui a fait plutôt un match correct, auteur de beaux arrêts, franchement 4 arrêts, je vois ça. Notamment en première période où il était vraiment solide et il a permis au Japon de rester un petit peu émerger au match nul 0-0. Mais quand tu vois l'effectif néerlandais, en fait, bon là il y avait des blessés, quelques joueurs forfaits, etc. Peut-être que ça manque un peu de profondeur, peut-être que... Alors Daniel Malen n'a pas fait un mauvais match en tant que numéro 9, mais peut-être face à un bloc bas, où tu as besoin de chercher de la verticalité, mettre un Wout Weghorst peut-être qui peut caler ses ballons, peut-être qui peut permettre d'avancer le bloc, de concentrer certains efforts défensifs sur lui. Peut-être que ça peut aider, mais voilà, ça fait partie aussi des forces sur coup de pied arrêté des Néerlandais. On a parlé de Van Dijk, on a parlé de Van de Ven, on a parlé, voilà, tu as aussi sur le banc un Wout Weghorst aussi qui peut débloquer les situations, et on sait que sur coup de pied arrêté, les Néerlandais peuvent être, je pense, dangereux.
Ça a été un match qui s'est vraiment débloqué, qui était très intéressant en seconde période, première mi-temps très tactique, et du coup, match nul de but partout. Il va falloir faire le boulot derrière contre la Suède et contre la Tunisie pour ces deux équipes-là. On reparlera juste après de ce Suède-Tunisie. Voilà pour ce deuxième match Pays-Bas-Japon de 22h. Fallait être patient pour voir du spectacle, et on l'a été en seconde période. Ça nous a offert une bonne chose, et mon premier score parfait, exact sur MPP. Voilà, ça je tiens à le saluer. J'avais mis 2-2. C'est la première fois que j'ai réussi un score exact sur cette Coupe du Monde. C'est pour vous dire à quel point c'est catastrophique. Mais globalement, match nul, j'ai envie de dire mérité pour ces deux formations. Voilà pour ce Pays-Bas-Japon. On va pouvoir passer au troisième match. C'était le match de 1h du matin cette nuit. Victoire de la Côte d'Ivoire à la 90e minute de jeu contre l'Équateur. Match assez équilibré, mine de rien. Première mi-temps en faveur de l'Équateur, qui a touché 2 fois la barre transversale, et ils peuvent s'en mordre les doigts, les Équatoriens. Je pense qu'on va commencer par eux. On va commencer par l'Équateur, tranquillement. C'est bien, foot-mob, peut-être toutes les stats, tout ce qu'il faut et tout. Ça permet de voir que l'offensive équatorienne, sans numéro 9 de renom, je pense que ça peut coûter cher, mine de rien, à cette formation équatorienne, parce que on sent que c'est ce qui manque, c'est un offensif qui marque des buts, parce qu'ils ont été très bons dans le reste du jeu, à déséquilibrer, à mettre du pressing. Défensivement, on sait que c'est solide avec Ordonez, Pacho notamment. Caicedo a fait plutôt un bon match. Wow, cette hitmap de Caicedo, ah oui, j'avais pas fait gaffe à sa hitmap, il était un peu partout. Le joueur de Chelsea, mais il a fait un bon match, notamment en première période. Et ouais, ces Équatoriens n'ont pas été très efficaces. Ils ont manqué de réussite. On a eu un Piero Hincapié qui a été mis en difficulté comme rarement le joueur des Gunners sur son côté gauche par Yann Diomandé. Franchement, il a été en galère tout le match, le pauvre. Franchement, ça a été très très compliqué, et on l'avait rarement vu comme ça cette saison. Mais voilà, je pense que l'Équateur, globalement, il va manquer ce numéro 9 pour pas avoir de regrets sur cette Coupe du Monde. Maintenant, il ne faut pas se rater contre Curaçao, et il ne faudra pas se rater contre l'Allemagne pour espérer aller chercher au moins la troisième place, les places de meilleur troisième pour cet Équateur-là. Et la bonne opération est forcément par la Côte d'Ivoire, victorieuse, qui s'est fait peur en première mi-temps, parce que si un véritable numéro 9 est de la réussite du côté de l'Équateur, ça rentre avec 2 ou 3-0 à la fin de cette première mi-temps en faveur des Sud-Américains. Mais les Ivoiriens, comme d'habitude, ont été vraiment solides. Alors, on va commencer par les points négatifs de cette Côte d'Ivoire. Le match de Nicolas Pepe, un peu compliqué. On a vu Emers Faye qui a tenté ce système en 4-4-2, avec du coup ce double pivot Fofana-Kessié et cette doublette Wai-Pepe. C'est fort de la part d'Emers Faye, parce que ça montre que la Côte d'Ivoire peut être hyper polyvalente. Ça peut jouer à 3 derrière, ça peut jouer à 4, ça peut jouer avec une pointe, ça peut jouer avec un 4-3-3 un peu plus traditionnel. Donc c'est un peu intéressant dans l'animation, parce qu'il y a une polyvalence du côté de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent emmerder pas mal d'équipes, on le sait. Ils sont sur 4 victoires consécutives, avec la victoire en match de préparation, notamment contre l'équipe de France. Mais cette équipe ivoirienne montre aussi qu'elle a de la profondeur d'effectif, puisque c'est Amad Diallo qui est un entrant qui va marquer ce but-là. Amad Diallo qui est, 6 buts à la Côte d'Ivoire depuis octobre dernier. C'est plus que tout autre joueur sur la période. Et ce soir, en 34 minutes, il a réussi 5 dribbles, record du match. Donc l'efficacité de l'entrée d'Amad Diallo, qui est ultra décisif avec la Côte d'Ivoire, c'est assez impressionnant. Il faut que j'aille sur sa fiche Transfer Market, parce que je crois qu'il est en plus avec des passes D récemment. Enfin bref, c'est un bel enchaînement de la part d'Amad Diallo. Tac, la fiche Transfer Market, on va pouvoir aller sur la Côte d'Ivoire tout de suite. On va pouvoir cliquer sur Amad Diallo. Tac. Et voir ses performances avec la Côte d'Ivoire, mais il a été très très bon, le joueur de Manchester United, encore une fois. Et cette Côte d'Ivoire-là a bénéficié du manque de réussite de l'Équateur, vous voyez. Contre la Corée du Sud, passe D. Contre la France, but. Contre l'Équateur, but. On est quand même sur des performances solides en sélection, même s'il est entrant, il peut démarrer aussi sur titulaire sur la feuille de match. Il y a de la profondeur. Yann Diomandé fait un match encore une fois extraordinaire avec... on l'a dit, il a mis en difficulté, il est capable de jouer à droite, il est aussi capable de jouer à gauche, surtout à gauche normalement, mais là on l'a mis à droite, Emers Faye l'a mis à droite, et ça a été vraiment ça a fonctionné de fou. 4 dribbles réussis sur 6. Il a fait mal à Piero Hincapié sur toute la rencontre, avec sa vitesse, sa percussion et sa qualité technique. Le point négatif pour moi, c'est Seko Fofana sur ce match-là. Tu le sens qu'il a le cap ouvert, quoi. Autant la première période de Kessié-Fofana, le double pivot, était compliqué, mais Franck Kessié s'est mis dedans. Voilà, il a mis une mi-temps à se chauffer, et après ça a été un peu mieux. Autant Seko Fofana, ça a été très très compliqué, et quand tu sais que la concurrence au milieu de terrain, ça peut être Ibrahima Sangaré, ça peut être le petit Inao Oulay, qui est un très bon joueur,
bah, tu sens que peut-être qu'il peut perdre sa place dans le 11 au fur et à mesure de cette Coupe du Monde-là, Seko Fofana, quand tu vois la prestation un peu plus compliquée. En tant qu'adorateur de la Ligue 1, et quand on voit le niveau qu'il avait au Racing Club de Lens, on sent qu'il manque peut-être ce jus, je sais pas, avec l'âge, voilà, ça a été un peu plus compliqué. Mais enfin, regardez-moi le banc de la Côte d'Ivoire. Derrière, tu as du Ndika qui est sur le banc, Ousmane Diomandé qui est encore sur le banc. Au milieu de terrain, tu as fait rentrer Inao, tu as fait rentrer Ibrahima Sangaré. Et devant, tu peux te permettre de faire rentrer Amadou Diallo. Tu as encore Adingra qui est sur le banc. Tu as Evan Guessant en poste de numéro 9 également. Enfin, tu as quand même une profondeur d'effectif qui est quand même super surprenante. Et le gros point positif, c'est cette charnière centrale avec Badou Singo. Bon, Wilfried Singo, on avait l'habitude avec Monaco, j'ai moins regardé Galatasaray cette saison, mais ces percées-là, notamment sur le but qu'il fait, cette course de 60-70 mètres, alors il n'est pas attaqué ne serait-ce que d'un cheveu par un joueur équatorien, mais il avance, il gagne des mètres. C'est quelqu'un qui sait gagner des mètres ballon porté, et ça c'est un peu intéressant pour un défenseur central qui est capable de trouver de la verticalité par la course. Et forcément, ça a fait mal. Il va trouver Amad Diallo, qui reprend une touche, peut-être avec un peu de réussite, je sais pas, mais en tout cas, il l'a mis parfaitement pour aller ouvrir le score et offrir cette victoire à la Côte d'Ivoire. Grosse victoire ivoirienne qui prend le pli. Attention cependant, parce qu'il ne faut pas refaire la même première période contre l'Allemagne que tu as fait contre l'Équateur, parce que je pense que l'Allemagne saura te punir, au contraire de cet Équateur-là, qui peut avoir d'énormes regrets sur ce match-là. Et maintenant, pour l'Équateur, il va faire le boulot contre Curaçao. Et ils seront sous pression, donc attention. Et je vous avais parlé de la difficulté de Pierre-Win Capier. Il a été passé par... voilà, c'était le défenseur qui était le plus dribblé pour cette Coupe du Monde 2026. Ça a été compliqué. Voilà. Il a été passé 4 fois. Alors qu'avec Arsenal, il n'a été passé que 19 fois sur ses 39 matchs cette saison. Donc voilà, ça faisait 0,62 fois. Alors attendez, on va la refaire en français, c'est mieux. Il n'a été dribblé que 0,62 fois par 90 minutes cette saison avec Arsenal. Alors que là, il a été dribblé sur tout le match-là plus de 4 fois. Donc, ça pour vous dire à quel point il a été en grande difficulté tout le match-là. Et forcément, ça a été compliqué pour cet Équateur-là. Le dernier match, c'était Suède-Tunisie. Alors, grosse victoire de la Suède, 5-1 contre la Tunisie, le carton suédois sur cette rencontre. Et vous voyez 1,33 XG pour 5 buts marqués. C'est pour vous dire à quel point la Suède a été chirurgicale, froide, efficace. Sur ce match-là, la Tunisie a fait des erreurs, et bien la Suède n'a absolument pas été sympathique, puisque toutes les erreurs ont été converties en but pour les Suédois, avec un doublé d'Ayari, premier but à la 7e minute de jeu, grosse frappe où il profite d'une sortie un peu hasardeuse du gardien. On reparlera du gardien tunisien juste après. Mais voilà, il célèbre pas. À la 96e, par contre, il n'a plus rien à foutre, il a célébré Ayari. On a retrouvé Alexander Isak un petit peu mieux quand même. Voilà, même Gyökeres, je trouve que son match est pas horrible. Il est efficace, passe D, but. Alors dans le jeu, parfois, il y a quelques trucs un peu brouillons, mais en point d'appui, il est efficace. Voilà, on va quand même souligner cela. Matthias Van Berg a marqué ses goals après 18 secondes après être entré sur la pelouse. C'est le but le plus rapide pour un remplaçant depuis 1966. C'était Richard Morales à l'époque, l'Uruguayen, qui avait marqué après 16 secondes après son entrée en jeu contre le Sénégal. Voilà, donc Matthias Van Berg, entrée, but, globalement, c'est ça qu'il faut retenir. Et cette Suède a été froide d'efficacité par les occasions laissées par la Tunisie, mais la Tunisie c'est extrêmement faible. Malheureusement, moi, on n'était pas hypé quand on a vu la CAN en Côte d'Ivoire, on n'a pas été hypé quand on a vu la CAN au Maroc cet hiver, où ils se font sortir par le Mali au tir au but après un match qui était chiant. Alors, c'est pas que de leur ressort, c'était aussi le Mali de Thompson Fiet, hein, donc faut relativiser aussi, mais c'était un match qui était vraiment pas passionnant. Ils ont nommé Sabri Lamouchi. Bon, j'ai moins vu la Tunisie depuis, mais j'étais pas non plus hyper convaincu. Et là, sur ce match-là, ils m'ont pas convaincu non plus des masses. Ils avaient fait une bonne campagne de qualif où ils n'avaient pas pris un but. Et là, ils ont explosé complet. Et malheureusement, ouais, Chamakh, en tant que supporter girondin, je vous dis, il est meilleur de la tête. Mais le gardien tunisien, voilà, temps fort à Kobe 2 heures entré en début. Ouais, mais en même temps, il n'a pas été. Ça a été très très compliqué son match-là. Il est passé complètement à côté de sa rencontre. Le portier de l'Étoile Metlaoui. Ça a été vraiment compliqué. Défensivement, ils ont été à la rue. Les erreurs, mais même des cadres, hein, parce que Skiri donne aussi un but. Ça a été vraiment match galère pour les Tunisiens. Et là, ça va être compliqué parce que derrière, avec moins 4 des différences de but, alors même si la différence de but est plus prise en compte directement pour les classements, ça montre que ça a été assez compliqué. Je vois pas ce qu'ils pourraient faire contre le Japon et les Pays-Bas.
Voilà, cette Suède-là, par contre, attention, parce que transition rapide, ils vont, à mon avis, ils peuvent embêter quand même des équipes. J'avoue que j'étais pas très emballé par la Suède avant ce début de cette Coupe du Monde. Alors là, on verra contre une adversité un peu plus forte, que ça soit le Pays-Bas ou le Japon. Le programme de la Suède, c'est prochain match contre les Pays-Bas, c'est samedi à 19h. On verra déjà comment ils vont s'en sortir, mais c'est vrai que cette Suède-là, elle peut embêter par son efficacité et sa froideur. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour faire un beau parcours? Je pense qu'ils ont déjà validé peut-être leur, qualification en 16e de finale avec 3 points. On verra par la suite, mais ouais, ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été, reluisant pour la Tunisie malheureusement et c'est une large défaite. 5-1 pour eux. Voilà pour les petites news. J'avais une dernière stat, oui, c'est Yacine Ayari, Data Scout, il met en valeur sa feuille. Encore une fois, le joueur de première ligue qui se distingue, et qui, a montré comme une bonne rencontre face à son pays d'origine. On rappelle qu'il avait refusé la Tunisie pour, jouer avec la Suède, parce que je crois que son papa est tunisien et sa maman est suédoise, voilà, mais il est né en Suède. Voilà pour les petits, récaps de ce match-là, tranquillement. On va pouvoir passer, aux petites, news et l'une des news qui fait beaucoup parler, alors attendez, je vais retourner sur la feuille Coupe du monde, tac, pour évoquer évidemment le programme et surtout le match de l'équipe de France. Mais les news qui font parler, c'est ces post-fraîcheurs qui sont très critiqués par l'ensemble des acteurs et des suiveurs forcément de cette Coupe du monde 2026. Ça a été, c'est vrai que c'est vraiment une coupure qui est pas forcément nécessaire. On sait que c'est juste pour foutre des pubs et que ça emmerde tout le monde et c'est vrai que nous, d'autant plus Européens qui suivons les matchs la nuit, avoir ces post-fraîcheurs qui te coupent le match, c'est rude. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est très chiant, je trouve, pour les équipes parce que ça peut vraiment te couper dans ton momentum. C'est-à-dire que si tu as un temps fort sur les 25 premières minutes de jeu, que tu es coupé par une pause fraîcheur, bah, il y a un monde où tu reviens, que l'équipe à côté a fait des ajustements tactiques et tu te fais bouffer. Tu profites pas d'avoir ce temps fort un peu plus long parce qu'il y a eu une coupure dans ce match-là. Et en fait, c'est plus vraiment un match avec demi-temps, mais c'est un match avec 4 cartons en fait. Et c'est assez chiant et c'est dans l'approche peut-être un petit peu différente et ça peut être impactant sur des momentum, sur des faits de jeu, des faits de match et donc forcément ça peut être, assez, difficile. Mais bon, on verra comment ça va se passer par la suite et c'est vrai que, c'est assez chiant, mais il y a une personne qui a un avis différent de tous les suiveurs. C'est Rudy Garcia, qui fait son entrée en lice avec la Belgique, qui a dit: «Pour moi, c'est davantage une post-coaching qu'une post-fraîcheur. Si on est assez malin, cela peut avoir un impact. Pendant nos 2 matchs amicaux, c'était intéressant de pouvoir passer des consignes tactiques supplémentaires. C'est une très bonne chose et demain, par exemple», donc il parle de le match de ce lundi, «avec le temps qui s'annonce plus chaud, l'hydratation sera importante pour les joueurs, mais aussi pour le terrain». À savoir que pour la chaleur, ça c'est le petit point, aussi, c'est que le staff de l'équipe de France préconisait 6 à 7 litres d'eau par jour pour les joueurs à boire. Donc voilà, c'est on transforme ça en chameau. On boit énormément d'eau pour, faire face à la chaleur. Mais voilà, Rudy Garcia va profiter de cette pause fraîcheur pour, donner des consignes. Forcément, il y a l'entrée en lice, contre l'Égypte de la Belgique, on y parlera juste après. Donc Rudy Garcia a un niveau un petit peu différent. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez que ces post fraîcheurs sont une bonne idée. Moi, perso, en tant que spectateur, ça m'emmerde, mais je peux comprendre que les coachs peuvent trouver un point positif à ça pour recadrer un petit peu tactiquement si ça va pas sur ce début de match-là ou s'ils voient des choses à corriger. Équipe de France, il n'y a pas grand-chose en tant que news. Voilà, vous connaissez à peu près l'équipe qui débutera contre le Sénégal. Normalement, ça devrait être l'équipe qui a débuté contre l'Irlande du Nord avec ce quatuor Dembélé, Mbappé, Olysée, Doué. Donc on verra dans l'animation. Moi, c'est un peu le jeu sans ballon et le milieu de terrain qui me fait un petit peu peur face au Sénégal, qui est une équipe qui met beaucoup de densité, beaucoup d'intensité, très intéressante, cette équipe sénégalaise qui a énormément de qualité, qui est peut-être, avec le Maroc, l'équipe la plus belle équipe d'Afrique globalement, et qui peut avoir des ambitions sur cette Coupe du Monde. Franchement, c'est pas déconnant. Ils peuvent se permettre d'être ambitieux, cette équipe sénégalaise, parce que c'est vraiment une magnifique effectif sur le papier. Voilà, avec des joueurs forts à toutes les lignes. Peut-être défensivement, on verra comment ça va s'animer, mais voilà, Moussa Niakhaté sur une très très belle saison avec Lyon. Mamadou Sarr, on connaît la qualité, même s'il y a un peu intérêt à Chelsea. Voilà, il y a de la qualité un peu partout. Il y a un milieu de terrain qui est magnifique, il y a un secteur offensif aussi qui est blindé. Et ça va nous offrir le premier gros choc. Non, le premier gros choc, c'était Brésil-Maroc, mais le deuxième gros choc de cette phase de poule, peut-être le match le plus alléchant de cette phase de groupe entre la France et le Sénégal. En plus, quand on connaît l'histoire 2002, etc., c'est franchement une très très belle affiche sur le papier. Mais avant ça, il y a un programme du jour. Ce n'est pas
France-Sénégal, c'est pour demain. Le programme du jour, eh bien forcément, il y a le favori numéro 1 de cette Coupe du Monde, l'Espagne, qui rentre en lice ce lundi à 18h, heure française, du côté d'Atlanta contre le Cap-Vert. Est-ce que le Cap-Vert peut rééditer la surprise de 2 CAN en arrière? Il me semble que c'était la CAN en Côte d'Ivoire. Ah non, c'était peut-être en Égypte où ils étaient une surprise, ou en Côte d'Ivoire, je me souviens plus. Les Cap-Verdiens, ça s'annonce complexe quand même contre l'Espagne. Lamine Yamal n'est pas à 100%, il ne devrait pas débuter cette rencontre. C'est Ferran Torres qui devrait débuter sur le côté droit. Donc voilà, mais on verra si Lamine Yamal jouera ou si c'est pas nécessaire forcément de le mettre et de le préserver parce qu'on sait qu'il est blessé et qu'il n'est pas arrivé à 100% dans cette Coupe du Monde, mais l'Espagne est le favori numéro 1, champion d'Europe en titre. À 21h, lundi toujours, ça sera du côté de Seattle, c'est la Belgique qui fait son entrée en lice, la Belgique de Rudy Garcia, on en a parlé, contre l'Égypte. L'Égypte qui reste toujours une équipe très compliquée à sortir en Coupe d'Afrique des Nations, mais qui est un peu plus compliquée, qui a un peu plus de mal à performer lors de la Coupe du Monde. Donc on verra comment ça va se passer, mais la Belgique, attention, parce qu'on sait que Rudy Garcia peut être un homme de tournoi, et qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe belge, pour aller faire quelque chose dans une poule assez abordable. Le 16 juin à minuit, donc dans la nuit de lundi à mardi, c'est du côté de Miami, c'est l'Arabie Saoudite qui rentre en lice contre l'Uruguay de Marcelo Bielsa. Ça devrait être une entrée en lice réussie pour ces deux formations. Ils doivent aller prendre des points parce que derrière, ça pourrait être compliqué. On sait que l'Arabie Saoudite, ça a été un peu le bordel avec le départ d'Hervé Renard un peu au dernier moment. L'Uruguay n'est pas non plus sereine à 100% de ce qu'on entend. Donc on va voir, ça peut être un match un peu surprenant. Pas forcément plus attendu. Tout comme ce Iran-Nouvelle-Zélande à Los Angeles, 3h du matin dans la nuit de lundi à mardi. Donc mardi, 3h du matin, Iran-Nouvelle-Zélande. C'est peut-être le match sur le papier qui est le moins alléchant, on va dire, de cette première journée. Je suis très curieux de voir l'accueil iranien du côté de Los Angeles. Quand on connaît tout le contexte et géopolitique, on ne pourra pas y passer, on ne pourra pas y faire abstraction, on est obligé d'y penser. Et à côté, en face, cette Nouvelle-Zélande qui est l'une des équipes les moins bien classées au classement FIFA. Voilà, on verra ce qu'ils sont capables de nous proposer, est-ce qu'on aura des surprises, mais forcément, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde devant son écran à 3h du matin pour ce Iran-Nouvelle-Zélande. On verra, mais en tout cas, curieux. On reparlera derrière du programme de mardi, puisqu'il y a ce France-Sénégal à 21h. Ça sera l'objet de la vidéo de demain, forcément, avec ce retour sur les matchs Espagne, Belgique et l'Iran. Donc voilà, pour ce programme, gentiment, de cette récap d'aujourd'hui, qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Malgré tout, vous pouvez, si vous avez apprécié, vous abonner à cette chaîne YouTube, mettre en commentaire vos pronos, vos attentes, vos retours sur les matchs que vous avez vus. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon programme, une très bonne Coupe du Monde, une très bonne semaine. Tranquillement, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les autres réseaux sociaux. C'est en description, tranquillement. Et puis nous, on va se retrouver dès demain pour évoquer ce France-Sénégal. Voilà, bonne journée à tout le monde. À demain. Ciao tout le monde.